Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de choses beaucoup plus triviales, à savoir un peu l'aspect morphologique en imagerie du vieillissement rachidien. Euh, on ne parle pas là d'imagerie pour des choses simples comme une hernie discale L5-S1 chez un sujet de 20 ans. Il y a plus de choses à maîtriser pour le radiologue qui s'intéresse au vieillissement rachidien. Et il y a une sorte de checklist pour l'imageur qui sont à la fois, enfin, qui comportent à la fois des éléments d'anamnèse, des éléments de détection de signes de vieillissement, d'évolution de pathologies rachidiennes ou périrachidiennes et de prise en charge, de suivi de ces anomalies. Donc on ne va pas tout détailler, juste un, un tout petit peu illustrer. Par exemple, chez le sujet âgé, il y a des signes de fusion du rachis qui peuvent être plus ou moins importants. Mais avec le grand âge, ces signes de fusion sont quasi constants, en particulier à l'étage cervical et à l'étage thoracique, mais ils peuvent toucher, bien entendu, comme dans le cas présent d'un sujet très âgé, aussi les interlignes sacroiliaques, comme l'interligne sacroiliaque droit ici. Et ces fusions sont souvent aussi en association avec un compagnon du vieillissement du rachis, à savoir la chondrocalcinose articulaire. Et vous voyez, à l'étage cervical, une fusion articulaire postérieure C2-C3, des interlignes très touchées du côté droit, et puis une dent couronnée sur le rachis thoracique, des signes de fusion latéraux à droite. Donc ces éléments sont importants à analyser lorsqu'on va analyser une imagerie du rachis. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de détecter un petit peu le starter d'un vieillissement qui survient, en particulier chez la femme après la ménopause. Ici, une illustration d'un modique asymétrique à l'étage L4-L5 avec une asymétrie des interlignes articulaires avec un bâillement de l'interligne articulaire postérieure gauche et suivi 2 ans après eh bien une dislocation débutante L4-L5. Donc là, le radiologue peut avoir un rôle pour détecter, orienter et assurer le suivi de ces phénomènes de vieillissement. Là, ce sont chez un patient qui a une lordose, une femme qui a une lordose importante, l'apparition d'une arthropathie inflammatoire articulaire postérieure L4-L5 avec une évolution vers le spondylolisthésis 2 ans plus tard et le retentissement sur le canal rachidien. Ça peut être le rôle du radiologue. À un stade plus important, eh bien, on peut avoir beaucoup des choses qui figurent dans la checklist à signaler aux médecins correspondants. Rééducateur, rhumatologue, chirurgien. Ici, vous avez à peu près tout, les fusions, les signes de chondrocalcinose avec les dépôts minéraux des disques intersomatiques, le tassement du plateau supérieur, la dislocation, le retentissement sur le canal rachidien. Les 3 questions auxquelles on peut essayer de répondre concernent d'une part l'évolution posturale, d'autre part la qualité de la musculature axiale et enfin l'analyse de la densité minérale osseuse et le risque fracturaire. Alors depuis très longtemps, et en particulier dans les centres qui effectuent une prise en charge des déviations rachidiennes, que ce soit de l'enfant, adolescent ou du sujet d'âge mûr, eh bien, le suivi évolutif en radiographie standard a permis dans le temps une évaluation tout à fait objective des déformations. Et là encore un exemple
de scoliose de novo, périménopause, avec l'évolution assez sévère en quelques années. Auparavant, on ne disposait pas d'outils aussi pratiques, avec une qualité d'image aussi importante, en particulier au niveau des charnières, au niveau du bassin, que la technologie EOS, qui nous a permis de faire de gros progrès dans l'analyse, en particulier dans la posture globale et en particulier la posture de l'analyse posturale de profil. On peut avoir des déformations scoliotiques sur des scolioses dégénératives avec un angle de Cobb stable, mais une évolution de la posture de profil. Et donc l'analyse des deux est quelque chose d'important auquel le radiologue est habitué. Et il y a quelque chose de très simple à suivre pour le profil, c'est SVA. Donc qui intéresse l'équilibre sagittal global. Donc vous connaissez bien, et on sait qu'il y a des associations entre la valeur de SVA et la fonction, la valeur de SVA et le risque de chute. Je pense que les collègues rééducateurs et gériatres vont en reparler après. Et le plus intéressant, c'est d'apprécier l'évolution et savoir où se projette SVA par rapport aux têtes fémorales. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que bien le sujet, dans la réalisation de ces clichés posturaux, va avoir des phénomènes de compensation et qu'il faut traquer ces phénomènes de compensation et qu'on a toujours intérêt, dans ces rachis très génératifs du sujet âgé, à avoir les membres inférieurs pour être capable de détecter tous les phénomènes de compensation au niveau du bassin, avec la rétroversion du bassin qui permet de maintenir un certain équilibre, avec une horizontalisation de la pente sacrée. Et lorsque ce phénomène de compensation est dépassé, qu'il est insuffisant, eh bien on va avoir un flexum des genoux qu'on mettra très bien en évidence sur le cliché global, qui est plus satisfaisant qu'un cliché uniquement centré sur le rachis. Mais il faut tenir compte de ces mécanismes de compensation et savoir que, eh bien, lorsque on supprime ce phénomène de compensation, par exemple sur la flexion des genoux, eh bien, on a une bascule antérieure et une majoration très très importante de SVA. L'évolution de l'équilibre sagittal avec le vieillissement dépend grandement de la musculature axiale et surtout du déséquilibre qu'il y a entre la musculature hypoaxiale antérieure et épiaxiale postérieure. Donc les muscles psoas, carré des lombes en avant et les muscles érecteurs et rotateurs du rachis en arrière, qui aboutissent progressivement à ces grandes bascules, ces grands déséquilibres antérieurs. On va pouvoir faire une analyse des muscles périrachidiens, ce qui est connu de tout le monde et ce qui est très très en vogue actuellement, en particulier en oncologie, c'est l'appréciation de la musculature du tronc, enfin des lombes, à l'étage L3, que l'on fait sur n'importe quel scanner en milieu oncologique, et on va mesurer toute la surface des muscles périrachidiens et des muscles de la sangle abdominale. Alors ça, c'est très intéressant pour l'oncologie. C'est bien confronté avec la clinique, avec la force, lorsqu'on parle de sarcopénie, mais ce n'est pas toujours très, très utile pour un patient au singulier pour décrire la modification de sa musculature périrachidienne. Il y a d'autres techniques en dehors du scanner. C'est l'IRM qui permet de détecter en fait le remplacement graisseux intramusculaire avec malheureusement des crantages qui sont très très grossiers puisque ça va de 30% en 30%. 1, c'est normal. 2, c'est
inférieur à 30% de graisse intramusculaire. 3, c'est entre 30 et 60. 4, c'est plus de 60%. Ça, c'est une évaluation qualitative qui a été volée à Gouttalier et Bernageot, qui avaient fait ça en scanner sur la coiffe des rotateurs. Et un myologue italien a piqué ça et a mis son nom dessus. Et puis, il y a des choses plus précises qui sont les quantifications IRM avec la technique Dixon, la technique opposition de phase et phase, qui permet de mesurer muscle par muscle le pourcentage de graisse intramusculaire. Alors ça, c'est très intéressant, très utile sûrement, mais extrêmement chronophage et ce n'est pas applicable en pratique clinique courante. Il y a aussi l'analyse que le radiologue va faire des muscles périachidiens, la description de l'atteinte qu'il va en faire. Donc ce qui est important, c'est de voir toujours le rapport entre les muscles antérieurs, psoas, carré des lombes, et les muscles postérieurs, donc les muscles rotateurs et extenseurs. Analyser le volume musculaire, grossièrement le pourcentage de remplacement graisseux intramusculaire, mais aussi d'apprécier la position des muscles par rapport aux fascias. Vous pouvez avoir des muscles qui sont décollés des fascias. Vous savez qu'il y a un couple fascia-muscle. La contraction musculaire n'est pas efficace si vous êtes complètement séparé du fascia. Donc ça, c'est aussi un élément important à décrire. Et puis, décrire la répartition de l'atteinte groupe musculaire par groupe musculaire. Alors ça a des applications qui ne sont pas négligeables. Le vieillissement a des compagnons qui sont les maladies à révélation tardive. Ici, vous avez une patiente qui a une syphose thoracolombaire très évoluée, associée à une scoliose. Et l'IRM vous montre sur la coupe axiale une dissociation extrêmement importante entre des muscles psoas et carré des lombes dont la morphologie est totalement préservée, alors que les muscles érecteurs et rotateurs, avec une petite asymétrie concernant l'iliocostal droit, les muscles érecteurs et rotateurs sont en remplacement graisseux subtotal. Si on élargit le champ, eh bien, on voit qu'il y a aussi une atteinte des muscles de la sangle abdominale, alors que les muscles des avant-bras sont totalement préservés. Ça oriente fortement vers une myopathie, en particulier une dystrophie des ceintures ou une dystrophie musculaire à révélation tardive, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, ce qui est mal connu, mais qui n'est pas du tout exceptionnel. Et la réalisation d'une image frontale corps entier vous permet de voir que cette patiente n'a pas de muscles trapèzes, ou plutôt que les muscles trapèzes sont en remplacement graisseux total. Et ça signe une dystrophie extrêmement fréquente en Europe. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont cette maladie en Europe. C'est une dystrophie fascio-scapulo-humérale. Autre exemple d'une patiente qui nous est adressée pour une éventuelle vertébroplastie. Cette patiente avait un stépage des deux pieds qui était considéré comme une manifestation de vieillissement. Et là, elle a une douleur brutale et elle se retrouve en coptocormie. Vous voyez qu'il y a un tassement de L5. Si on regarde les muscles périrachidiens, eh bien vous voyez que les psoas sont totalement préservés, alors que les muscles érecteurs et rotateurs sont très dégradés. Là encore, un compagnon du vieillissement, une dystrophie fascio-scapulo-humérale, avec une atteinte qui est très asymétrique, comme dans cette maladie, et des signes d'activité lésionnelle avec un hypersignal T2-FATSAT des muscles gastro-kinémiens et une élévation des CPK. Et voilà, le diagnostic est fait en s'intéressant aux muscles. Dernier élément, la mesure de la densité minérale osseuse par la technique DEXA, c'est une technique qui est intéressante, mais qui a ses limites en cas de grand âge.
de déformation, de phénomènes dégénératifs. Vous voyez ici, chez cette patiente qui a une scoliose de la sénescence évolutive, avec une arthrose interapophysaire postérieure associée à des phénomènes de condensation. La technique d'EXA là, est complètement mise en défaut puisque vous avez une densité minérale osseuse qui augmente artificiellement avec des T-scores qui deviennent d'anormaux ostéopéniques à normal. Donc cette technique n'est pas très adaptée dans cette situation de rachis du grand âge. Par contre, cette technique est une technique qui est très intéressante pour la réalisation des compositions corporelles, pour la masse maigre qui peut être assimilée aux muscles, et puis aussi pour une densité minérale osseuse, mais là, pas limitée au rachis ou à la hanche, mais au corps entier. En conclusion, l'imageur doit avoir une checklist des éléments à considérer. Il a un rôle important pour le suivi évolutif. Il est très important, lorsqu'on s'intéresse aux pathologies du vieillissement, de savoir si c'est le vieillissement seul ou s'il y a des pathologies associées d'expression tardive. Et enfin, nos outils de mesure sont perfectibles pour ce qui concerne la densité minérale osseuse et la perte musculaire. Je vous remercie.